Merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré ces grèves, ces manifestations qui ont complètement bouclé le quartier, et on sait qu'un certain nombre de participants vont encore arriver avec quelques minutes de retard. Donc merci d'être parmi nous. Je voudrais saluer la présence de Jacques Godefrin, président d'honneur de la Fondation, et d'Alain Malraux, qui nous fait l'amitié d'être ici ce soir. Et quand on sait ce que le nom de Malraux incarne, notamment par rapport à Jean Moulin et par rapport à cette maison, puisqu'André Malraux fut le premier président de l'Institut Charles de Gaulle de 1971 à 1976, nous sommes vraiment très honorés par votre présence. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Bénédicte Vergès-Chaignon, que nous sommes habitués à recevoir à la Fondation, qui est une très grande historienne, comme vous le savez, avec d'ailleurs, même si vos travaux tournent autour de la Seconde Guerre mondiale, avec pas mal d'éclectisme, puisque vous venez de publier un Colette en guerre, paru chez Flammarion, et nous avons d'ailleurs fait une causerie sur ce sujet qui sera bientôt diffusé sur nos réseaux et nos publications. Une monumentale biographie de Philippe Pétain, il y a quoi, une dizaine d'années, un peu moins? Un peu moins. Un peu moins d'une dizaine d'années. Votre premier livre, si je me souviens bien, c'était sur Vichy en prison, c'est ça? Oui, c'est un des premiers, voilà, un effectivement. des premiers sur Vichy en prison, qui était extrêmement intéressant. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler Jean Moulin. Vous racontez dans un livre que je vous conseille d'acheter et de lire, Jean Moulin, L'Affranchi, qui est absolument passionnant, puisque vous avez choisi un procédé biographique très intéressant, de choisir 25 journées dans la vie de Jean Moulin. Et vous avez rencontré, vous nous le direz, j'imagine, Jean Moulin par Daniel Cordier, oui, puisque jeune étudiante, vous avez un premier job qui est d'aider Daniel Cordier à la fin des années 80. Oui, à faire les notes en bas de page, voilà, parce qu'à cette époque-là, Word n'avait pas fait son effet magique et les notes ne suivaient pas automatiquement les appels de notes. Voilà, donc vous suez sur les deux premiers ouvrages, les deux premiers tomes de Cordier publiés chez Lattès en 89, et depuis, votre vie croisera celle de Jean Moulin. Et puis permettez-moi de dire, en tant que Savoyard, je suis très heureux de vous recevoir, puisque Jean Moulin a partie liée avec la Savoie, puisqu'il a été d'abord chef de cabinet du préfet à Chambéry, puis il est revenu comme sous-préfet d'Albertville, dont je serai le député bien plus tard, pendant un quart de siècle. C'est là qu'il s'est marié et qu'il a divorcé. C'est là qu'il a appris à faire du ski, et c'est là qu'il a fait aussi beaucoup de choses, mais nous sommes là pour vous écouter, et je suis très heureux de vous donner la parole. Merci. Alors, peut-être qu'il faut que je tienne la télécommande, le micro et mes feuilles. Voilà, donc je vais essayer de me débrouiller au mieux. Et effectivement, de vous dire, si possible, des choses que vous connaissez peu ou pas à propos de Jean Moulin. Et je vais mettre mes pas dans ceux du patron, puisque Daniel Cordier avait déclaré que le véritable journal intime de Jean Moulin, c'était ses dessins. Et certes, les convictions de Jean Moulin se voient dans ses actes, et elles apparaissent dans certains de ses discours préfectoraux qui sont moins convenus que ce que ses fonctions pourraient laisser penser. Mais à une très courte période près, il n'a jamais tenu son journal et sa correspondance révèle très peu sur ses sentiments et pas beaucoup plus sur ses opinions. Aussi, je vous propose de prendre Daniel Cordier au mot
et d'ouvrir le journal illustré de Jean Moulin pour tenter de répondre à une question qui est difficile et passionnante. Pourquoi ce haut fonctionnaire remarquable? Pourquoi cet amateur d'art talentueux? Pourquoi cet homme qui aimait la vie a-t-il choisi de risquer la rébellion, l'arrestation ou la mort? Jean Moulin naît le 20 juin 1899 à Béziers. Il y passe les 18 premières années de sa vie. Et donc, logiquement, son journal commence par ses dessins d'enfants. Voilà, comme tout petit garçon, il représente ce qu'il voit autour de lui, il copie dans ses livres et il se prend vraiment au jeu, si bien qu'il se met à chercher des modèles dans les journaux très nombreux que son père rapporte à la maison. Son père, c'est Antonin Moulin, professeur au collège de Béziers, militant radical socialiste et de la Ligue des droits de l'homme, conseiller municipal et conseiller général. Et dans cette atmosphère saturée de politique, Jean Moulin apprend deux choses d'un père qu'il aime et admire. D'abord un amour combattant pour la République et aussi un attrait irrésistible pour le dessin de presse qui est alors à son apogée. J'y ajoute un zeste de classicisme car Béziers à la Belle Époque est une ville d'art et de création et c'est la patrie du sculpteur Injalbert dont la Marianne orne alors la plupart des mairies de France. Quand survient la Grande Guerre, Jean Moulin est un lycéen de 15 ans, un lycéen avec plus d'aptitudes scolaires que de volonté de les mettre en œuvre et qui dessine beaucoup, qui dessine tout le temps, qui dessine pendant les cours. Et évidemment, l'actualité brûlante de la guerre relayée par les dessinateurs de presse l'inspire, mais c'est une guerre des civils, très marquée par la propagande et à hauteur d'enfants ou d'adolescents qu'il représente. Néanmoins, avec l'aide de son père, il propose des dessins à de vrais journaux qui sont à la recherche de nouveaux talents. Et le voilà donc, à l'issue des vacances de 1915, publié non pas une fois par chance, mais à 4 reprises dans des journaux nationaux. Et ses succès lui donnent des idées, assez logiquement, c'est-à-dire de faire de sa passion une vocation. Et il multiplie les projets et les propositions qui sont, hélas, rejetées, car un lycéen biterrois a beaucoup de mal à coller au rythme que l'actualité impose aux journaux. En outre, ses parents ne voient pas du tout d'un bon œil qu'il s'engage dans une carrière artistique et donc aléatoire. Son père rêve de le voir embrasser une carrière de haut fonctionnaire dont il estime qu'elle lui garantira sa liberté financière et politique. De toute façon, la guerre est là, de plus en plus exigeante en hommes. Les jeunes gens sont mobilisés de plus en plus tôt. Et pour Jean Moulin, comme pour toute sa génération, l'avenir, c'est d'abord la guerre et peut-être la blessure, l'invalidité ou la mort. Ah, j'ai peut-être éteint le micro. Pardon. Non, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Alors, il est effectivement mobilisé en avril 1918 et 6 mois plus tard, il part pour le front dans les Vosges, mais l'armistice intervient le 11 novembre 1918 avant qu'il ait combattu. Dans ses lettres, il ne dit presque rien de ce qu'il a vu de la guerre et des suites de la guerre, mais dans ses dessins,
il représente des soldats et il esquisse les ruines de Verdun. Pendant les quelques mois de 1918 qui ont précédé sa mobilisation, je vais vous demander de changer de micro. Voilà. Avec plaisir, il a commencé des études de droit à Montpellier tout en occupant un emploi à temps partiel comme attaché au cabinet du préfet de l'Hérault, un emploi évidemment procuré par les relations de son conseiller général de pair. En 1919, après sa démobilisation, il retrouve la faculté de droit et la préfecture, et jeune fonctionnaire consciencieux, étudiant moins consciencieux, il dessine pour des revues étudiantes avec une légèreté qui lui fait adopter le pseudonyme de Juanito et signer ses dessins de ses seules initiales. Et alors je suis particulièrement fière de ce dessin malgré sa modeste qualité, parce que voilà, c'est une trouvaille que nous avons faite en épluchant la presse étudiante de Montpellier entre 1919 et 1921. La discrétion est de rigueur, puisque Jean Moulin est finalement décidé à mener dans l'administration préfectorale une carrière. Alors, ce choix, qui était d'abord un choix de commodité, est devenu une ambition et une vocation au service de l'État républicain. Pour ce faire, il doit quitter sa région, chose qu'il fait d'autant plus qu'il est assez désireux de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis de sa famille. Et donc, il suit son préfet en Savoie pour devenir son chef de cabinet. Et nous sommes en 1922, donc il a 23 ans. Il se choisit alors le pseudonyme qui l'accompagnera pendant toute sa vie d'artiste, Romanin, et il a bien fait de dissocier Monsieur Moulin de son double facétieux, car le voici devenu le plus jeune sous-préfet de France. Nous sommes en 1927 à Albertville, où se nouera et se dénouera dans la foulée un mariage éclair avec une jeune femme qui rêvait de devenir cantatrice plutôt que d'être sous-préfète. Et j'ai tendance à penser que c'est Romanin qui s'était marié avec Marguerite Cerutti plutôt que le raisonnable Jean Moulin. Jean Moulin, en Savoie, dessine avec malice des scènes de la vie de province et ce qui l'entoure, c'est-à-dire aussi les touristes d'Aix-les-Bains et la vie mondaine qui s'y déroule et à laquelle il se mêle avec grand plaisir. Et aussi, il dessine les premiers amateurs de sport d'hiver, dont il fait partie puisqu'il sera toute sa vie un skieur passionné. Mais le pseudonyme ne suffit pas toujours quand il s'agit d'apporter sa contribution à la campagne électorale du candidat de gauche aux élections législatives, et le fonctionnaire tenu au devoir de réserve se réfugie alors dans l'anonymat pour défendre ses préférences avec mordant. Alors, il n'y a là qu'une page du tract qui est reproduit parce que c'est la plus amusante, mais tout est très méchant dans ce tract. Grâce à de nouveaux amis savoyards, Jean Moulin prend aussi ses marques à Paris, en particulier à Montparnasse, qui, vous le savez, est alors le point de convergence de l'avant-garde artistique. Et pendant ses congés, il s'installe par prédilection à la brasserie du Dôme. Nous avons identifié sa préférence pour cet établissement grâce aux détails de ses dessins, puisqu'il représente les lieux, les artistes
et les modèles auprès desquels il se trouve. D'autre part, il court les galeries, ainsi que les expositions, et il fréquente les académies afin de s'exercer sur le modèle. Toujours et encore, il est muni d'un carnet et il croque et dessine sur le vif. La main obéit à l'œil pour saisir très rapidement un état d'âme, un sentiment, une situation. Et ce travail se concrétise dans sa série probablement la plus célèbre, consacrée à Montparnasse. Car Romanin a dorénavant ses entrées dans les plus grands journaux. Les plus grands journaux satiriques et alors ce que par commodité j'appelle les magazines d'actualité culturelle parce que ce sont des hebdomadaires dont nous n'avons plus vraiment l'équivalent maintenant. La liste des journaux dans lesquels il publie est longue, d'une quinzaine de titres. Je n'en cite que quelques-uns de façon à vous montrer un peu de quoi il s'agit et leur éclectisme. Le journal amusant, le carnet de la semaine, le rire, Gringoire, Ric et Rac, Jean qui rit, l'humoristique et Candide. Romanin est connu et reconnu dans la profession et par le public, et même il expose au salon annuel des humoristes. Mais pour Jean Moulin, l'art reste un passe-temps, un second métier à temps partiel qu'il exerce pour le plaisir, car il ne perd pas de vue sa carrière. En effet, il s'est lié avec des hommes politiques en Savoie et ailleurs, en particulier le jeune député radical socialiste Pierre Cotte, auquel on promet un grand avenir en vertu de ses talents. Et effectivement, ce sera le cas. Et quand Cotte deviendra ministre, d'abord sous-secrétaire d'État en 1933, puis par la suite ministre, à plusieurs reprises, il fera entrer Jean Moulin dans son cabinet et les deux hommes seront aux avant-postes de la formation du Front populaire d'ici peu. C'est le souci du progrès de sa carrière qui conduit Jean Moulin à la sous-préfecture de Châteaulin dans le Finistère, sous-préfecture austère. J'espère que je ne blesse aucune personne de Châteaulin, mais je crois que c'est très vrai. Et Jean Moulin croyait s'y ennuyer ferme. Or, il va découvrir avec bonheur les traditions et les paysages bretons. Surtout, il y fait des rencontres décisives avec d'autres artistes, à commencer par le poète et peintre surréaliste Max Jacob, qui est originaire de Quimper. Et grâce à leurs discussions et à d'éventuels travaux en commun, il affine ses goûts esthétiques, il s'ouvre à l'art moderne et il apprend de nouvelles techniques comme la gravure, les eaux-fortes et la céramique. Finalement, il tend de plus en plus, au début des années 1930, à délaisser le dessin de presse. Il en reste un amateur à titre personnel parce qu'il est bien conscient que le satiriste peut être un petit éditorialiste et les dessins de presse continuent à beaucoup l'amuser, mais il a maintenant d'autres centres d'intérêt, voire d'autres urgences. Tout d'abord, il se tourne vers l'illustration de textes littéraires, ce qui est un pan de l'édition très en vogue dans les années 1930. Il esquisse une série sur l'enfant prodigue en Provence et c'est le plus fort et le plus explicite écho qu'il ait donné à la mort de son frère aîné survenue en 1907. Ce frère dont il choisira sur ses premiers vrais faux papiers en 1940 le prénom Joseph. Mais peut-être est-il trop pudique pour mener ce projet à terme et il choisit alors de s'intéresser au poète breton
Tristan Corbière, mort à 28 ans à la fin du XIXe siècle, et il fait même l'acquisition d'un manuscrit inédit illustré par le poète lui-même. Il y en a là une page, et si vous souhaitez en voir davantage, eh bien c'est tout simplement sur Gallica que vous pouvez trouver toutes ces illustrations. Et donc Jean Moulin décide de se perfectionner dans la technique de la gravure et des eaux-fortes avec le projet d'illustrer un des recueils de poèmes de Tristan Corbière. Et pendant ce temps, il a également commencé sa propre collection de peintures et de dessins, au gré de ses coups de cœur et de ses moyens financiers. Alors, moyens financiers, voilà. Ce qu'il a réussi à acquérir avec son traitement de sous-préfet nous laisse un peu rêveurs de nos jours. Alors, admirateur de l'impressionnisme et en particulier de la sensualité de Renoir, il privilégie néanmoins l'art moderne avec un goût marqué pour les nus féminins et les paysages. C'est peut-être une manière de célébrer l'art de vivre à la française qui chancelle. Enfin, son engagement politique accru ne lui laisse plus le temps ou plus le désir de dessiner sur un mode comique et léger, si ce n'est pour quelques occasions exceptionnelles. Et alors, ce dessin est inédit et je le dois à Pierre Allaurent, qui se trouve être le petit-fils du préfet Joson, qui était préfet de la Somme, tandis que Jean Moulin y était secrétaire général en 1935. En dehors de la parenthèse du carnet de la semaine, d'inspiration radicale socialiste, Jean Moulin a peu pratiqué le dessin politique. Et pourtant, il a réalisé certaines de ses meilleures caricatures en s'en prenant au fascisme. Par exemple, il représente avec beaucoup d'humour l'industriel François Coty, reconverti en leader populiste aux tendances mafieuses. Quant à Mussolini, c'est l'un de ses sujets de prédilection. Il en résume la dictature en le montrant seul dans la salle du Conseil des ministres après s'être arrogé tous les portefeuilles. Et ce sont les derniers rires, car Jean Moulin a été bouleversé en assistant à l'émeute du 6 février 1934 et au débat parlementaire d'une extrême violence dont l'émeute fut la toile de fond. À partir de ce moment-là, il a considéré que la démocratie était en danger, démocratie qui était pour lui synonyme de république, et il semble alors remiser ses pinceaux pour se consacrer au combat contre le fascisme en France et en Europe, en particulier en étant l'artisan d'une aide clandestine aux républicains espagnols durant la guerre civile, alors qu'il est chef de cabinet du ministre de l'Air, Pierre Cotte. Le chant du cygne de Romanin semble être la publication en 1935 des eaux-fortes qui illustrent le recueil de Tristan Bernard, de Tristan Corbière, Armor comme armorique. La fluidité et la gravité s'allient pour restituer l'air du temps et discerner les drames à venir, plus ou moins consciemment peut-être. Ce sera l'œuvre de sa vie, malgré ses projets ultérieurs, parce que sa vie lui aura été ôtée. Au moment de choisir une phrase servant de base au codage de ses télégrammes, en 1941, il se souviendra de 2 vers de Corbière. La carrière de Jean Moulin continue sa progression
Après avoir appartenu donc au cabinet de Pierre Cot, ministre du Front populaire, il devient en 1937 le plus jeune préfet de France, dans l'Aveyron. Il est nommé à Chartres au début de 1939. Il remet alors la main au crayon pour dessiner l'affiche de l'exposition consacrée au 150aire de la Révolution française, en bon républicain qu'il est. Mais en fait, l'exposition n'ouvrira jamais. La guerre commence en septembre 1939. Jean Moulin se démène pour être mobilisé en vain. On considère qu'il est plus utile dans sa préfecture d'Eure-et-Loir, loin du front, ce qui le désole. Mais le déclenchement de l'offensive allemande en mai 1940 et sa progression fulgurante vont conduire l'ennemi jusqu'à lui. Il a d'ailleurs à ce moment-là remisé sa collection dans un garde-meuble. Cramponné à son poste, malgré la désertion des services publics, entièrement consacré à secourir les réfugiés ainsi que les populations abandonnées sous les bombardements, il prend exceptionnellement à ce moment-là des notes parce qu'il estime que ces jours pourraient bien être ses derniers jours. Il a raison d'envisager le pire. Son refus de céder aux exigences de l'envahisseur le 17 juin 1940 l'amène aux portes de la mort. C'est en refusant d'accuser de crimes contre des civils des soldats africains de l'armée française que le préfet a risqué sa vie, alors que Romanin, 10 ans plus tôt, s'était laissé aller à des plaisanteries faciles. À la suite de ces événements tragiques, il demeure à son poste préfectoral pour protéger ses administrés encore pendant 4 mois. Les notes qu'il a prises en juin 1940 et qu'il a révisées lui-même durant l'hiver 1940-1941 seront publiées après la guerre sous le titre choisi par sa sœur de Premier combat. Premier combat, effectivement, puisque le préfet républicain, homme de gauche, associé au Front populaire dorénavant ONI, est mis à la retraite d'office par le gouvernement du maréchal Pétain. Il a 41 ans, dont plus de la moitié de cette vie passée au service de la République. Jean Moulin a de toute façon déjà son projet, un projet qui lui a été inspiré par son expérience de la clandestinité dans la guerre d'Espagne. Il veut recenser les groupes clandestins qui sont en train de se constituer spontanément pour participer à la libération de la France. Et il veut aller chercher pour eux une aide matérielle extérieure. Pendant cette enquête et ses préparatifs de départ clandestin, il donne le change, en particulier à Marseille, en compagnie de son cher peintre, Antoinette Saxe, qui se méfierait d'un couple d'artistes. Le plus voyant, explique Jean Moulin, est la plupart du temps invisible. Jean Moulin parvient à quitter la France sous sa fausse identité de Joseph Mercier en septembre 1941. Il gagne l'Angleterre en transitant par l'Espagne et le Portugal, et le préfet, n'ayant pas perdu ses bonnes habitudes, il rédige un rapport sur l'état et les besoins de ce qu'on n'appelle pas encore la résistance. Après avoir rencontré le général de Gaulle, et malgré leur évidente différence d'opinion et de parcours, il choisit de se placer sous les ordres du chef de la France libre pour atteindre leurs objectifs communs, c'est-à-dire la libération de la France et le rétablissement de la République. Il reçoit du général mission de fédérer
les groupes de résistants et de les placer sous l'autorité du général de Gaulle comme seul chef de la résistance où qu'elle se trouve. Il mène ses projets à bien pendant 18 mois, avec en particulier la création de l'armée secrète et bien sûr du Conseil de la Résistance, en dépit d'énormes obstacles matériels, de dissensions parfois aiguës, voire très aiguës, entre résistants et d'une répression de plus en plus efficace. Et durant ces 18 mois, Jean Moulin s'efforce de s'assurer une couverture crédible en ouvrant à Nice une galerie d'art moderne, la Galerie Romanin. Donc, il puise dans sa propre collection, mais aussi il multiplie les emprunts et les achats qui sont supposés justifier ces incessants déplacements, tant en zone libre qu'en zone occupée. Et il parvient ainsi à faire organiser 3 expositions, dont une inauguration à la veille de son second départ pour Londres en février 1943. Et ces moments rares lui procurent une respiration bienvenue dans sa dure clandestinité. Il plaisante ou il ne plaisante pas, on ne le saura jamais, en disant qu'après la guerre, il voudrait devenir ministre des Beaux-Arts pour réformer la statuaire publique. Encore faudrait-il survivre. Or, au printemps 1943, il se sait traqué. La Gestapo se concentre sur l'armée secrète pour l'éradiquer et se rapproche de plus en plus de la cible principale, Max, le représentant du général de Gaulle en France, ministre en mission. Et pour ce faire, la Gestapo utilise les informations qui s'ébruitent à la faveur des déchirements de la résistance. Son journal, le journal de sa mission, tient maintenant dans ses télégrammes, ses rapports et ses lettres au général de Gaulle, mais de temps en temps, Jean Moulin reprend le crayon pour son plaisir. Il dessine les contours d'un clocher comme il l'a fait tout au long de sa vie, où il croque sur une nappe en papier ses 3 officiers de liaison. André Malraux accréditera le récit selon lequel il aurait caricaturé son bourreau quand Barbie lui tendit une feuille de papier pour qu'il livre des noms. Il aura fallu plusieurs jours pour que Jean Moulin, arrêté le 21 juin 1943 à Caluire, soit identifié. En effet, il avait été arrêté et incarcéré sous l'identité de Jacques Martel, peintre décorateur. Dès lors qu'il est identifié, commence son calvaire. Il disparaît dans des circonstances qui sont fort mal élucidées. La Galerie Romanin ferme précipitamment. Sa sœur, cependant, garde le magasin en espérant que son frère survive et avec l'idée que peut-être il voudrait rouvrir sa galerie. Quoique se sachant en sursis, Jean Moulin n'a pas voulu hâter son départ de France avant d'avoir achevé sa mission. Pourquoi a-t-il persévéré contre toute prudence alors qu'il était effectivement connu et reconnu pour sa prudence? Eh bien, pour les mêmes raisons, sans doute, que celles qui avaient motivé sa première réaction en 1940. L'amour de la France, une France républicaine et démocratique, la fierté de s'engager, l'intelligence et la loyauté, enfin, qui me semblent caractériser la plupart de ces combattants. Après la confirmation de sa mort au printemps 1945, le nom de Jean Moulin est révélé au public, en particulier
à l'occasion de la célébration du 2e anniversaire de la création du Conseil de la Résistance. Le député Gabriel Delattre, qui a un peu connu Moulin avant la guerre, n'en revient pas, donc je le cite. Max, le premier chef de la Résistance, était autrefois Moulin, chef de cabinet de Pierre Cot, un gentil garçon, menu, souriant, un peu léger, pirouettant. L'occupation en fit un héros. Derrière cette condescendance surgit une vérité. Jean Moulin n'est pas né héros, il a choisi sa vie et parce qu'il a aussi choisi sa mort, il en a fait un destin. Ses amis ne s'y trompent pas, qui se mobilisent dès 1945 pour honorer sa mémoire, à commencer par ses amis d'enfance et de jeunesse héroltais, qui bien souvent ont partagé son amour de l'art. Une nouvelle période s'ouvre où Jean Moulin devient le sujet de représentations commémoratives et monumentales, puis une icône par le pouvoir du discours poignant prononcé par André Malraux devant le Panthéon le 19 décembre 1964, et par le pouvoir d'une simple photo prise par un ami d'enfance qui illustre avec force la figure d'un héros. Le dessinateur est désormais dessiné. Je vous remercie.